psychologue de formation. Et donc aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec le docteur Bénédicte Julien, spécialisé dans l'accompagnement de la santé de soignants et avec une forte expérience dans ces domaines. C'est pour ça qu'on a pensé à elle pour travailler sur ces thématiques de la santé mentale. Je laisserai donc docteur Julien se présenter également, mais avant de poursuivre, j'explicite aussi que nous avons convié et nous donc préparons ce webinaire avec Medaviz. Medaviz est donc un prestataire nous accompagne aujourd'hui, comme vous le savez, sur toutes les thématiques finalement d'expertise par rapport à pour l'orientation d'experts, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à Medaviz en cas des besoins donc en matière des demandes finalement d'orientation d'experts, notamment dans les domaines de la santé mentale. Donc, c'est pour ça que nous trouvons pertinent d'animer ce webinaire avec eux également. Je démarre peut-être aussi avec quelques chiffres qui nous semblent parlants donc sur cette thématique de la santé mentale des soignants. Vous savez, en 2024, nous avons mené une enquête auprès de 1017 adhérents et nous avons eu des résultats assez parlants en matière de santé mentale que je souhaite vous partager aujourd'hui. Donc 42% donc, de répondants évoquent l'épuisement émotionnel comme frein pour prendre en main la santé mentale. 47% considèrent qu'améliorer la confiance en soi pourrait induire donc une possibilité d'amélioration de la propre santé mentale. 40% se disent moins informés sur la santé mentale et 30% identifient une difficulté pour comprendre leurs besoins émotionnels. C'est la raison pour laquelle dans cette année en lien avec la santé mentale, on s'est dit que c'était intéressant de créer ces espaces d'échange, des espaces d'échange avec des experts, mais aussi des espaces qui peuvent aussi devenir des petits créneaux aussi d'échange individuels, qui vont pouvoir se poursuivre avec docteur Julien. Je ne m'attarde pas à poursuivre cette présentation. Je laisse docteur Julien peut-être démarrer avec une petite présentation de son parcours et sa présentation aussi en lien avec ce sujet passionnant. Ah, petite. Donc, docteur Julien est en train de se connecter. On a un petit problème de son, mais elle va Attends, ouais, commencer sa présentation. c'est revenu. Vous m'entendez bien? Parfait. Oui, Ah, pardon. Du coup, c'est à moi de me donc présenter. Désolée, ça a tu coupé effectivement le son aucun pendant problème, Bénédicte. Oui, oui, on évoquait quelques effectivement que minutes. je t'ai passé la main. Tu peux te OK, présenter et on très lance bien. la présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Bénédicte Julien. Je suis, psychiatre addictologue. J'ai coordonné, pendant quelques années le DIU, Soigner des soignants, qui à l'heure actuelle n'est pas en activité parce qu'il est en reconstruction, sur un plan un peu de l'organisation et des modalités pédagogiques. Donc il devrait, réouvrir dès 2020 la rentrée 2026. Voilà et en parallèle, j'avais monté une consultation, spécifique pour les soignants, sur un plan addictologique, fort de certains constats, non seulement la question de la problématique, de voilà, de fatigue des soignants, d'épuisement et cetera, mais aussi, de la difficulté pour les professionnels de santé d'aller chercher de l'aide et notamment quand il s'agit de problèmes de santé un peu stigmatisants. Donc c'est un peu autour de ça qu'on va tourner la présentation, d'aujourd'hui. Donc je vais démarrer tout de suite. Raphaël? Oui? Oui, parfait. Voilà, j'espère que du coup le diapo passe bien. Oui, Donc ça on passe. va peut-être démarrer avec, quelques idées reçues, qui sont relativement répandues dans le milieu des professionnels de la santé, au sens très large, hein, parce que, hem, on en parlera un peu plus tard dans la présentation, mais bien souvent finalement les freins et les représentations que l'on a nous en tant que soignants, ce sont celles que quelque part on hérite ou, qui nous contaminent un peu de la part des gens qui ne sont pas forcément dans le monde, des soignants. Donc parmi les idées reçues, je donne un petit florilège issu des années de formation dans le cadre du DU, mais globalement, il y a un peu un mythe, d'invulnérabilité, d'exemplarité. Les soignants, ils doivent pas être malades, ils doivent être exemplaires. Ils n'ont pas de problème d'addiction, ils sont quelque part, immunisés, contre les problématiques de santé mentale. C'est assez répandu également de penser que les soignants pratiquent l'autoprescription, l'automédication.
les professionnels de santé ou les soignants ont du mal à demander de l'aide parce qu'ils se culpabilisent de ne pas être en suffisamment bonne santé, pour pouvoir, gérer leurs émotions ou dépasser, les événements un peu compliqués de leur quotidien. Beaucoup de personnes croient qu'on est formé, et très bien formé, à gérer, le stress, la surcharge de travail, la pression et cetera. Notamment aussi la confrontation à des situations un peu critiques, aiguës, voire traumatiques qui peuvent s'imposer à nous dans le cadre de notre pratique. Et puis il y a aussi cette, autre représentation que, comme on est soignant, on est des sachants et a priori, on est censé avoir les compétences pour pouvoir se soigner nous-mêmes. Donc évidemment, c'est des idées reçues et des représentations sur lesquelles on va revenir. Voilà, on ne peut pas faire quelque chose de très interactif puisque c'est un peu compliqué, mais ça vaudrait le coup de discuter, pour voir comment chacun arrive à voilà, se projeter ou pas dans ces types d'idées reçues et dans quelle mesure ça parle ou pas à certains d'entre nous. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à peut-être rebondir ou réagir par le chat. Évidemment, ça, c'est aussi possible. Donc, nous Ouais. allons avoir donc une petite présentation là d'une vingtaine, trentaine de minutes et après, on aura un espace questions. Donc, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions et on pourra aussi les adresser directement à Dr Julien. Donc, quelques constats et beaucoup de chiffres. Alors, Raphaël vous a donné quelques chiffres, qu'on en expose juste après, mais c'est pas l'idée de passer beaucoup de temps sur les chiffres parce que je crois que, en tant que professionnel de santé, ces dernières années, on a quand même été pas mal informés, sensibilisés au fait qu'il y a une grosse souffrance dans notre profession en tant que professionnel de santé, mais aussi voilà, tous les champs qui gravitent un petit peu autour de ce domaine-là. Il y avait une question dans le chat tout à l'heure qui posait la question de savoir si c'était que pour les professionnels de santé ou les soignants. Moi, je considère que c'est professionnel du champ de la santé en général et qu'effectivement, on peut être impacté même si on n'a pas une activité de soins, directement dans notre quotidien. Voilà, donc je reprends un peu les idées reçues que l'on vient d'exposer qui ressortent aussi des travaux qui existent dans le cadre de la littérature. Donc c'est, souvent quand on devient soignant, on se dit que, bah, on a les clés pour se soigner nous-mêmes et qu'on va être un peu autosuffisant sur ce champ-là. Absolument désolée. Et ce qui contribue de façon assez importante à ces représentations, c'est que souvent, quand on rentre dans des études de santé, alors ça dépend un peu l'environnement social et familial, mais assez rapidement, on est identifié comme quelqu'un qui va avoir les compétences pour nous soigner, quelqu'un à qui on va demander conseil. Et dans le cadre amical, social, familial, on va vite devenir, bien malgré nous, une personne un peu ressource, à qui on va demander conseil, à qui on va montrer des prescriptions pour voir qu'est-ce que tu en penses, toi qui connais, toi qui es dans le milieu. Et ça, c'est assez compliqué parce que très tôt, finalement, ça met une sorte de ça alimente cette représentation que finalement, ben, voilà, on passe quelque part, de l'autre côté de la barrière et que, bah, maintenant on est, affublé de cette étiquette entre guillemets «de soignant, de sachant» et que a priori on doit avoir avec nous les compétences, et les capacités de donner notre avis ou de gérer, les problèmes de santé des uns et des autres. C'est assez paradoxal, mais ça peut pour certains d'entre nous en tout cas, probablement un peu plus vrai dans le milieu médical, mais pas seulement. Comme on connaît «l'envers du décor» entre guillemets, qu'on sait que quelquefois, ben, ça fait partie, de la vie, mais il peut y avoir des prises en charge qui sont pas tout à fait optimales, il peut y avoir des événements indésirables, ce genre de choses. On a tendance à aussi être un peu méfiant parfois, avoir du mal à accorder notre confiance, vis-à-vis des collègues et parfois se dire que, ben, voilà, alimenter le fait qu'on sait et qu'on va faire pour nous-mêmes avant de demander, conseil. On est assez fort, a priori, pour développer des stratégies adaptatives et notamment pour se protéger et éviter d'être confronté à des situations, compliquées. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Il y a un autre sujet, enfin un autre, frein qui se surajoute finalement ces dernières années en lien avec la situation de crise, du système de santé de façon un peu générale avec les difficultés d'accéder aux soins. C'est comme on a une forte conscience du fait que, un grand nombre de nos collègues et de nos confrères sont saturés de sollicitations et de travail, on se dit qu'on ne va pas rajouter, on ne va pas, les surcharger encore plus que ce qu'ils le sont déjà. Donc on s'est dit: «Bah, après tout, bah, c'est peut-être pas si grave, c'est pas des symptômes très importants et on va pas rajouter du travail» et donc quelquefois, on parlait à un collègue, un confrère, dans le couloir, au coin d'une table, voilà et du coup, évidemment, c'est hors cadre de consultation, hors examen clinique, hors parcours de soins et on sait que ça a ses limites, ce type d'approche. Voilà. Difficulté aussi d'entrevoir une forme de faillibilité, de vulnérabilité, parce que finalement faillir en tant que soignant, c'est aussi par voie de conséquence, heu, potentiellement si on ne peut plus être
en capacité de maintenir notre activité de soins ou si pendant un temps il faut s'arrêter ou ce genre de choses, ça veut dire aussi que à un moment donné, il peut y avoir un impact sur les soignants, pardon, sur les patients que l'on soigne, notamment pour les libéraux. Et je pense aux infirmiers libéraux notamment qui ont souvent du mal à se faire remplacer au pied levé. Ben, finalement, s'arrêter de travailler, c'est soit compter sur les collègues qui sont censés être en repos pour qu'ils viennent les remplacer, soit à un moment donné mettre en difficulté les patients. Et bien souvent, les soignants font passer les besoins de leurs patients avant leurs propres besoins. Et ce qui a pour conséquence qu'effectivement, c'est pas toujours simple de s'arrêter quand bien même on est malade. Et je pense qu'on a tous l'idée qu'on est déjà allé travailler dans des situations voilà, hautement symptomatiques avec un peu de Doliprane et un peu de corticoïdes pour essayer d'assumer la journée de boulot avant de se reposer. Je passe un peu pour pas perdre trop de temps. Donc les chiffres, on en a parlé. Ça, ce sont les chiffres qui sont ressortis de la mission ministérielle qui a été menée il y a 2 ans, donc auprès à peu près de 50 000 professionnels de santé. Donc c'était toutes les populations confondues avec, voilà, un état de santé, qui était quand même préoccupant, notamment sur la question de la fatigue, du stress. La question physique aussi est très importante. On parle beaucoup de santé mentale, mais la santé mentale, elle peut avoir comme corollaire ou comme conséquence une dégradation de la santé physique, évidemment, quand on ne prend pas en charge le stress chronique ou les symptômes dépressifs, mais aussi des douleurs chroniques non traitées ou des pathologies invalidantes peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Et évidemment que quand on parle de santé des soignants, il ne faut pas oublier, on est un corps et on a un esprit, on a aussi un corps, et évidemment qu'il faut se pencher sur les deux sujets qui sont intimement liés. Voilà, ça c'est une enquête faite auprès d'infirmières. C'était des infirmiers actifs, donc ça incluait des libéraux et des institutionnels, avec un chiffre qui m'avait paru très préoccupant. Cette enquête, elle date d'un peu plus de 2 ans, mais elle a le mérite d'avoir porté sur une population assez diversifiée d'infirmiers, avec 60 des infirmiers qui, au point où ils en étaient de leur carrière, si c'était à refaire, ne referaient pas ce métier. Ce qui, de mon point de vue, est extrêmement préoccupant parce que a priori, c'est des métiers qu'on a quand même choisis avec conviction, avec des valeurs, avec l'idée de donner du sens à notre vie professionnelle et se dire qu'au bout de quelques années, ben, voilà, on remettrait en question ce choix-là. Je trouve ça assez, inquiétant et par voie de conséquence, ça impacte aussi les plus jeunes qui peuvent éventuellement s'inspirer ou s'identifier à nous et probablement que quand on remet en question son orientation professionnelle, on a du mal à être, voilà, Peut-être, attractif. juste pour rebondir sur ça, Oui, effectivement, Bénédicte, effectivement, c'est en tout cas, pour travailler, quotidiennement sur la question de la prévention en santé mentale des étudiants en soins infirmiers, on voit effectivement ces questions de taux d'abandon élevés, même au cours de la formation, avec aussi une pression, psychologique qui peut être très forte dès la première confrontation, finalement, au contexte hospitalier, et donc, qui marque déjà une tendance. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux étudiants qui arrivent, mais malheureusement aussi des abandons beaucoup plus importants qu'il y a 10 ans, sur la formation déjà par rapport au métier d'infirmier. tu m'as un peu devancée parce qu'après il y a quand même des donc ça, c'était pour les infirmières, en activité donc. Donc on sait quand même que parmi les facteurs, entre guillemets «de protection» pour l'épuisement professionnel, il y a un certain nombre de vecteurs, la notion de reconnaissance au travail, la notion de sens au travail, la notion de, heu, aussi, collaboration, confraternité, pouvoir partager ses difficultés avec des collègues et cetera. À partir du moment où 2 tiers des cas, on se sent isolé, on considère, le métier comme, très peu valorisant et en manque de sens, effectivement, ça fait le lit de, situations délicates à tenir dans la durée. Petit résultat d'une enquête, du coup, tu en parlais à l'instant sur les étudiants, infirmiers. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que très précocement alors, ça va aussi de pair avec une dégradation globale de la santé mentale des jeunes dans notre pays. Mmh. Mais effectivement, les étudiants en santé ne seront pas, épargnés par cette problématique-là et on voit, des chiffres qui sont vraiment préoccupants en termes de dégradation de la santé mentale des étudiants, dès le début dès leur, parcours de formation. Voilà. Donc du coup, on va aller un peu dans le vif du sujet parce que l'heure passe vite, mais qu'est-ce qui fait que finalement, en tant que professionnel de santé ou soignant, on est finalement des patients pas tout à fait comme les autres? Parce que c'est un sujet, qui parfois fait débat, c'est de dire, bah, finalement, pourquoi on parle, particulièrement de cette population-là, alors que même, finalement, bah, elle pourrait très bien consulter comme tout le monde. Finalement, pourquoi les soignants ne s'arrêtent pas comme tout le monde, entre guillemets, hein, je caricature un peu volontairement, mais et pourquoi finalement ils sont plus, en difficulté ou plus vulnérables? Ben, on a quand même des éléments de réponse à ça, avec des études qui montrent
d'une part, les risques psychosociaux auxquels on est exposé en tant que professionnel de santé sont des choses que l'on apprend peu au décours d'une formation initiale. C'est-à-dire que, de fait, le fait d'être soignant expose à, dans le cadre de la relation d'aide ou de soutien ou de soins, à la souffrance d'autrui. La souffrance, la mort, la fatigue compassionnelle, l'empathie, tout ça, c'est des choses qui sont fortement sollicitées dans notre métier, avec une forte responsabilité dans la qualité des actes que l'on va délivrer, évidemment, le degré d'exigence que l'on met puisque on soigne des humains, on soigne des pères et que quelque part, ben, voilà, on n'a pas «droit à l'erreur» entre guillemets, même si l'erreur est humaine, c'est toujours quelque chose qui anime finalement le professionnel de santé, la crainte de faire une erreur, la crainte de mal faire. Dans le serment d'Hippocrate, il y a une phrase qui dit: «Primum non nocere», c'est alors premièrement ne pas nuire et c'est vrai que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose qui, en tout cas moi à titre personnel, mais je pense que je suis loin d'être isolée là-dessus, c'est quelque chose qui me guide en permanence. Dès que je prends une décision pour un patient, dès que je fais une prescription, dès que je vais, essayer de, voilà, l'orienter vers je me dis: «Au moins que je ne lui fasse pas de tort». Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours très, très présent. La notion de seconde victime, c'est quand il se passe un événement indésirable lié aux soins qui est pas forcément la conséquence d'une erreur, ça peut être quelque chose d'imprévisible, d'imprévu parce que l'humain, ben, voilà, on est tout humain est différent. Il peut y avoir des aléas, des imprévus, des complications qu'on n'avait pas pu anticiper pour des voilà, parce qu'elles n'étaient pas prévisibles et parfois avec des conséquences dommageables pour le patient ou qui auraient pu l'être pour le patient en première ligne et qui peuvent impacter très durement le soignant qui est de près ou de loin impliqué ou spectateur de l'événement indésirable qui s'est produit. Parce que spontanément, quand il va se passer quelque chose, et le cas très classique, c'est au bloc opératoire, parce que c'est probablement l'endroit où il se passe le plus d'événements comme ça, c'est se dire merde, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait un truc pas bien? Et ça, sur le moment du stress, évidemment, on gère l'urgence, on gère le patient qui est considéré comme la première victime. Et quelquefois, ben, on prend sur nous, on gère la situation aiguë et on se préoccupe pas trop de notre vécu, de notre charge émotionnelle dans ce contexte-là. Et on est ce qu'on appelle en situation de seconde victime, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce qui s'est produit ou qui aurait pu se produire, va impacter durement psychiquement la personne qui se sent impliquée, à tort ou à raison, dans l'événement qui s'est produit. Et s'il n'y a pas d'occasion, à un moment donné, de débriefer des choses en équipe, de débriefer avec des pairs, de dire: «Ben voilà, j'ai eu l'impression d'avoir mal fait un truc et pourtant, il me semble que j'ai fait ça» et s'il y a pas quelqu'un en face qui dit: «Bah, bien sûr, moi, à ta place, j'aurais fait exactement la même chose et finalement, ben regarde, les recos, les machins, tu pouvais pas faire mieux et tu pouvais pas prédire». Ben, quelquefois, si on n'a pas quelqu'un en face de nous pour nous aider à prendre de la distance émotionnelle sur l'événement, ça peut être des événements qui prennent un caractère, très, très envahissant en termes de stress et qui peut même se transformer en stress chronique, voire en syndrome de stress post-traumatique, notamment quand il y a des conséquences aiguës ou graves pour la première victime. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît peu en France, c'est quelque chose de très décrit et très connu dans les pays anglo-saxons, avec même des procédures d'accompagnement pour les soignants qui sont en situation d'être seconde victime. En France, ça arrive un peu, moi, j'ai travaillé 10 ans au CHU de Toulouse. Ils ont monté un dispositif d'accompagnement de pair à pair pour les secondes victimes parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne bien. C'est de pouvoir partager avec quelqu'un qui connaît la réalité du terrain et de la situation dans laquelle. Alors, pas quelqu'un du même service, mais quelqu'un de la même profession ou en tout cas qui connaît le sujet. Et c'est des choses qui commencent à venir un peu, mais c'est quelque chose vis-à-vis duquel il faut être très vigilant parce que parfois ça peut être le début d'une, remise en question de l'orientation professionnelle, parfois, un abandon de l'activité clinique ou des soins, voilà et c'est quelque chose qui malheureusement, comme c'est encore un sujet un petit peu tabou ou mal connu dans notre, pays, c'est important de voilà, de l'avoir à l'esprit. Évidemment, le risque d'épuisement professionnel, on y revient après. Finalement, la période du Covid-19 nous a durement impacté, mais quelque part a permis de faire un effet un peu grossissant, un effet loupe, en tout cas de faire connaître au grand public et à notre communauté aussi professionnelle, les risques auxquels on était exposés. Le Covid-19 a évidemment amené un risque supplémentaire que pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu, qui était le fait de pouvoir du fait de notre activité professionnelle, du fait d'aller «soigner», entre guillemets, de faire notre métier, de remplir notre mission, nous mettait en danger, un, d'un impact vital sur, notre propre, existence, mais également sur notre propre famille. Et ça, beaucoup d'entre nous ont été amenés à quand même à avoir des questionnements un peu existentiels, éthiques et déontologiques sur le fait de, à un moment donné, mettre en danger sa propre vie, sa propre famille du fait de notre métier.
Et c'est pas quelque chose auquel on a été préparé, c'est pas quelque chose auquel on a été formé. Les grandes épidémies, effectivement heu, notre société en avait pas connu depuis, suffisamment longtemps pour que finalement on n'ait pas vraiment été sensibilisé à cette problématique-là au cours de nos études. Et on sait maintenant qu'il y a un certain nombre de soignants qui ont malheureusement abandonné les soins dans ce contexte-là et que ça a révélé en tout cas un certain nombre de vulnérabilités et de risques, liés à notre profession. La question de la demande d'aide, c'est un sujet que j'ai un peu abordé avec les représentations tout à l'heure. On sait que les soignants, ils ont plutôt, tendance à s'identifier dans celui qui donne de l'aide, celui qui se met à disposition de l'autre, celui qui répond aux besoins de l'autre, que celui qui va demander de l'aide. Ils consultent relativement peu ou alors quand c'est aigu ou grave. Ils pratiquent souvent l'automédication, l'autoprescription et le fait d'être soignant entraîne aussi un frein supplémentaire qui est la crainte du non-respect de la confidentialité, notamment lorsqu'on travaille dans une institution type un hôpital un peu grand avec un dossier médical partagé. C'est toujours compliqué de savoir finalement, qui peut avoir accès aux données du dossier. Bénédicte, je me permets de réagir aussi parce qu'il y a une question qui était autour de les limites de Voilà, l'empathie, je en ne l'ai fait, pas qui passé peuvent directement. conduire à l'épuisement et que Qu'est-ce qui peut-être peut comme finalement nous aiguiller un petit peu sur finalement arriver à identifier chacun en tant que soignant, professionnel de santé, comment sont construites nos propres représentations par rapport à notre propre santé, pardon, et par rapport à notre idéal du métier, par rapport à finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette profession? J'imagine que vous avez tous plus ou moins entendu un jour dans votre vie: «Ah mais t'as pas choisi ce métier par hasard. Ah oui, mais tu l'as choisi donc tu savais à quoi t'attendre». Et finalement, est-ce qu'on sait toujours pourquoi on a choisi ce métier? Et est-ce que on est conscient de ce qui fait notre propre représentation du métier que l'on a choisi et ce qui va guider quelque part notre trajectoire professionnelle pour être aligné du mieux possible entre notre idéal de soignant professionnel, le soignant qu'on a envie d'être, le sens qu'on veut mettre dans notre métier, mais aussi le juste équilibre que l'on va pouvoir trouver en fonction de cet idéal et du sens que l'on veut mettre dans notre métier. J'ai mis plein d'images, vous pouvez vous amuser si vous voulez à choisir une ou 2 images dans toutes celles qui sont présentées. Pas exhaustif, on pourra en mettre d'autres, mais enfin, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a guidé tout au départ, votre choix ou, votre idéal de la profession que vous avez choisie? Certains, peut-être l'ont fait pour, l'ardent, d'autres pour faire des gestes techniques, d'autres pour être dans le soutien ou l'aide, ou d'autres l'ont fait aussi en lien avec un vécu personnel, familial, ou, dans l'entourage, de proximité parce que, quelqu'un a voilà, été victime d'une maladie, d'un handicap, des deuils précoces, ce genre de choses et à un moment donné, m'ont dit: «Ben, moi je voilà, moi je voudrais prendre part à ça, moi je voudrais aider ceux qui sont dans cette situation-là» ou «Moi je voudrais réparer une forme d'injustice parce que certains» voilà. Et ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que ça permet de comprendre comment on a construit tout au cours de, voilà, notre trajectoire de vie finalement, cette représentation du soignant que l'on veut être et finalement qui se confronte au fur et à mesure de notre carrière, de notre trajectoire, aux soignants que l'on est finalement. Ça s'appelle ce qu'on appelle le curriculum implicite ou le curriculum caché. C'est finalement ce qui se construit en, en souterrain quelque part, ou en tout cas de façon un peu inconsciente ou de façon cachée, pas cachée volontairement, mais parce que ça se construit de façon implicite par rapport à ce que voilà, on a compris, on a identifié, on a interprété de quelles sont, les représentations de tel ou tel métier dans la société, dans notre famille, dans notre environnement, mais aussi quand on commence nos études dans ce qu'on voit. Ça peut être, des interactions entre, les différents niveaux de la hiérarchie à l'hôpital, ça peut être comment se comporte, un infirmier, une infirmière, un aide-soignant, une aide-soignante, un médecin, un chef de service, un universitaire et cetera. Tout ça, c'est des choses c'est pas écrit, c'est pas acté, on nous l'apprend pas forcément et finalement, à force de le voir, eh ben, il y a des choses qu'on intègre bien malgré nous. Parfois, alors des fois on remet en question ou des fois, ben, on se dit: «Beh, est-ce que c'est normal? On va passer dans un autre service, ah beh, ici c'est pareil donc c'est bizarre, ça doit peut-être être normal» et c'est pas forcément des sujets que l'on peut confronter, dans le cadre de notre formation académique. Donc le curriculum vitae académique, c'est celui que l'on connaît tous puisque c'est celui que finalement on a reçu. On a validé des diplômes, on a eu des cours, on a tous eu le même. Et finalement, à la fin, on n'a pas tous le même idéal et le même sens que l'on veut donner à notre métier et c'est probablement lié à cette partie du curriculum implicite. Et je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir parce que ça permet d'identifier une situation où les vecteurs qui font qu'à des moments, on se retrouve de façon peut-être plus importante ou plus impactante dans des conflits de valeurs.
Et quelquefois, ce qui peut mettre en difficulté quand on se sent pas bien, c'est de se dire: «Bah, en fait, dans mon service ou dans mon environnement, moi, je vis très mal un ou 2 aspects de, comment fonctionne le service ou comment on est considéré et mes collègues, j'ai l'impression qu'ils le vivent bien». Peut-être que certains n'ont pas le même idéal, n'ont pas les mêmes représentations, n'ont pas le même vécu, n'ont pas la même histoire, la même personnalité et peut-être, effectivement, c'est pas impossible que certains soient moins impactés. Ça veut pas dire que c'est anormal d'être impacté, ça veut juste dire que peut-être on ressent les choses différemment et accepter que finalement on ressent les choses différemment parce qu'on s'est construit un peu différemment, ça peut permettre de s'autoriser à aller demander de l'aide, même si on se dit qu'on se sent un peu «extraterrestre» entre guillemets, de s'insurger sur des situations de maltraitance, de violence, d'insuffisance de soins, enfin, voilà. Ça peut être hyper divers et varié, mais je trouve que c'est une des façons de se dire, de s'autoriser à dire: «Ben voilà, moi, j'en suis là, je ressens ça, ben c'est OK, si moi je ressens ça et peut-être pas les autres» et je vais essayer de trouver, des personnes avec qui je peux partager ça et qui sont capables de comprendre les raisons de mon mal-être. Je vais être obligée de passer, Raphaël, si jamais, Oui, pour l'instant tu je déborde m'entends? pas encore, mais Tu m'entends, Bénédicte? C'est ah bon mais je pour toi? t'entends plus. Ah, attends, je t'écris par le Nouveau ce chat. problème de haut-parleur. Je poursuis, tu me fais un petit message? Oui. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les facteurs de risque psychosociaux chez les professionnels de santé ils sont relativement bien décrits. Il y a quand même pas mal d'études qui ont analysé un certain nombre d'entre eux. On a évoqué tout à l'heure la question d'être confronté à la maladie et la souffrance à la mort. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même impactant quand c'est au quotidien. Euh, Ça a l'air de rien dans le sens où je veux dire, effectivement, c'est quelque chose que l'on sait. Moi, j'ai été frappée quand j'ai commencé à exercer ma, quand j'ai une fois que j'ai terminé l'internat, en fait, hein, quand j'ai commencé, où je vivais assez difficilement la notion de responsabilité et situations un peu dramatiques que l'on peut voir en psychiatrie, ou notamment autour de la crise suicidaire ou du suicide. Vraiment, c'était assez compliqué pour moi. Et je me rappelle très bien que voilà, des gens pas du tout du métier me disaient: «Mais en fait, tu pas été formé, enfin, je sais pas, vous apprenez pas à le gérer ça?» Et là, je me suis dit: «Waouh, ben en fait, non, non». C'est d'ailleurs ce qui m'a guidé ma recherche de réponses et c'est comme ça que je me suis formée au DU Soigner les soignants parce que je comprenais pas pourquoi finalement, alors même qu'effectivement, l'ensemble de la société semble croire qu'on est hyper formé, hyper préparé. En fait, en tout cas moi, je ne l'avais pas trouvé dans ma formation initiale. Les événements indésirables liés aux soins, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la question de la seconde victime. Et ensuite, il y a des choses plus institutionnelles, l'organisation de la charge de travail, comment on interagit avec ses collègues, comment est la qualité de la communication au sein du service ou de son environnement de travail. Être dans des situations anxiogènes, ben, le Covid-19 était une situation, mais il y a aussi des prises de décision avec la notion de responsabilité. La notion de responsabilité, je crois que c'est quand même quelque chose qui est difficile à partager avec des gens qui ne sont pas de notre profession parce que je pense qu'on a un rapport. C'est particulier quand même, la question de la responsabilité quand on engage un acte technique, soit vis-à-vis d'un patient, beh, chacun est responsable, de son acte et de la façon dont il le fait évidemment et ça, c'est quand même quelque chose qui est très particulier à notre métier et à moi, à titre personnel, en tout cas, ça a été quelque chose d'assez, assez compliqué à voilà, à intégrer et à me confronter et ça reste, toujours quelque chose de voilà, qui plane, voilà, qui plane au-dessus de moi. C'est comme je disais, d'abord ne pas nuire, voilà, être vraiment bien conscient et bien, réfléchi, dans les décisions que l'on prend, dans l'idéal de façon concertée avec le patient évidemment quand c'est possible. La question des rythmes de travail, ben, voilà, on sait tous, on a tous connu, travail de nuit, travail de week-end, les 3-8 comme on dit ou alors les 12 heures maintenant. Alors les 12 heures, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été, pas mal plébiscité par les professionnels et je pense qu'il y a, voilà, il y aurait à mon avis des discussions sur, les bénéfices et les inconvénients de ce rythme de travail en 12 heures et notamment, on en parlait récemment, dans le cadre d'un groupe de travail, mais dans les situations particulières type, grossesse, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est dans un service où ça fonctionne qu'en 12 heures, et qu'on est enceinte de plusieurs mois? C'est pas toujours évident d'arriver à tenir ce rythme-là, voilà. En tout cas, c'est non exhaustif, bien entendu, et j'imagine que vous avez peut-être d'autres choses qui vous viennent en tête, on pourra en parler après. La charge administrative qui a largement augmenté, qui est documentée depuis quelques années, notamment chez les libéraux, mais pas seulement, à l'hôpital aussi, sur la traçabilité des notes, ou Est-ce que, l'ordinateur qui est omniprésent, l'écran entre nous et le patient, et qui est souvent, la plupart du temps d'ailleurs, rentre dans les chambres des patients. Voilà. Bénédicte, tu m'entends? Quelques exemples Je- de vignettes cliniques. Alors moi, vous avez compris, dans mon expertise, c'est la question addictologie, hein, c'est des vignettes cliniques qui touchent à l'addictologie. Mais je trouve qu'il y en dit long, c'est les vraies vignettes cliniques. Donc la notion de
pas lâcher ses collègues. C'est-à-dire, on tient coûte que coûte parce qu'on sait que les collègues sont en difficulté et que finalement, si on prend pas son quota de garde, si on arrête le travail de nuit, si, et ben en fait, la charge de travail va reposer sur les collègues que l'on sait déjà fatigués. Et comme en tant que soignant, on est souvent très empathique, voire trop empathique, et ben encore une fois, on fait passer les besoins des patients et de nos collègues avant les siens propres, et ça peut mener à des situations comme ça de consommation à visée psychostimulante notamment. La question de la douleur, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est un exemple clinique d'une patiente qui n'arrivait pas à soulager sa douleur et qui à un moment donné a eu recours à des médicaments. Et voilà, et l'addiction s'est installée comme ça, à la fois ça soulageait, à la fois c'était un psychostimulant, ça permettait de tenir le coup, et à un moment donné, évidemment, l'engrenage s'installe. Je vais un peu vite parce que sinon je vais trop déborder, je suppose. Oui, Raphaël lève la main et malheureusement, je ne l'entends pas. Tu peux te connecter et reconnecter, Bénédicte. Me déconnecte et je me Oui, reconnecte pour récupérer le oui, son, c'est ça? c'est ça. Oui. Eh ben, je le fais tout de suite. Parfait. Donc, en tout cas, merci pour ces premiers partages. En tout cas, je souhaite vous confirmer que nous avons bien reçu donc, vos différentes questions et donc on va profiter, des dernières 15 minutes d'échange pour, les partager avec, donc avec Bénédicte, notamment une question autour du travail des nuits. Donc on pourrait évoquer, les enjeux aussi d'impact sur la santé mentale de ces rythmes, heu, très particuliers. On avait une question aussi sur la question des limites en lien avec l'empathie et que nous pouvons aussi peut-être relier à cette question de la fatigue, de la compassion. Et si vous êtes d'accord, on évoquera aussi la question des ressources parce que Bénédicte avait quelques pistes sur ce sujet. Est-ce que tu m'entends, Bénédicte? Très bien. Et toi? Génial. Donc, on va passer peut-être aux questions. En gros, comme je disais, on aurait donc une 1re question autour du travail des nuits, peut-être d'évoquer des spécificités en lien avec ces conditions de travail. Une question sur les limites à poser en matière d'empathie pour éviter l'épuisement. Mmh. Et si ça te va, on consacre aussi une 3e partie à la possibilité que tu puisses présenter tes ressources, Oui. donc parce que c'est la partie que peut-être on n'a pas pu aborder jusqu'à présent. Je te laisse peut-être les évoquer. Donc, on commence par le travail de nuit? Parfait, Attends, juste, peut-être, je vais passer parce que si je comprends bien, je n'aurai bien pas le sûr. temps de tout faire, mais c'est pas très Non, grave. c'est pas grave. Ça, on en a parlé déjà, c'est dans les premières diapos, c'est quelles sont les difficultés pour aller demander de l'aide. Globalement, les causes de l'épuisement professionnel, j'en ai parlé tout à l'heure. Juste un tout petit point là-dessus, Bien sûr, c'est que l'épuisement professionnel, l'installation, elle est toujours à peu près la même et elle suit des sortes d'étapes. Et que parfois on peut repérer, alors on le repère plus facilement chez les autres que chez soi-même. Mais quelqu'un qui est épuisé, paradoxalement au début, va avoir tendance à travailler plus. Travailler plus, parce que difficulté à s'autoriser à reconnaître que finalement c'est défaillant et finalement une sorte de stress qui va permettre une forme de surengagement, de surinvestissement du travail. Et ça, c'est toujours un signal d'alerte. Si vous voyez un collègue qui, vous savez, qui traverse des épreuves difficiles, est fatigué, a montré des signes d'épuisement et qui paradoxalement reprend les gardes aux collègues, travaille beaucoup, reste tard le soir, il faut être très vigilant parce que probablement que cette phase de surengagement va aboutir à un moment donné à une forme d'effondrement par épuisement des ressources. Et ça, c'est un peu piégeux quelquefois parce que ça donne l'impression que la personne finalement tient le coup, alors qu'à un moment donné, elle s'effondre et là, c'est beaucoup plus difficile à prévenir, enfin à identifier. On en a parlé tout à l'heure, les contraintes environnementales, les facteurs de risque psychosociaux et tout ce qui est aussi la notion d'incivilité, agressivité, violence subie à la fois par les patients, parfois par leur famille et parfois aussi par les collègues ou la hiérarchie, malheureusement. Facteurs de vulnérabilité, paradoxalement, ceux qui font des épuisements professionnels, c'est souvent des bons soignants. Je dis souvent ça à mes patients. J'ai dit, mais peut-être parce que vous avez tellement bien fait votre boulot et que vous êtes tellement attaché à vos valeurs et au sens que vous mettez dans votre métier, ben, vous êtes un peu plus vulnérable que les autres. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est des gens qui travaillent souvent très bien, qui sont exigeants, méticuleux et très engagés. C'est souvent eux qui ont des risques de se fatiguer. Voilà, donc ça, c'est les grandes dimensions de l'épuisement professionnel. Je passe vite. Donc, sur les ressources, ouais, je suis désolée, Raphaël, j'ai mis trop de temps. aucun problème, Alors, c'est normal. voilà, je vais répondre à une des questions dans le mauvais ordre. La question, c'est comment on met des limites et comment on essaie de se préserver. Je pense qu'un des repères fondamentaux, de mon point de vue, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, probablement certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow. C'est finalement la hiérarchie de tous les besoins que chaque individu a et qu'il faut s'assurer d'avoir satisfait pour que l'être humain puisse
s'épanouir et se réaliser. Vous voyez que la pointe de la pyramide, c'est la réalisation de soi. Donc ça, c'est sur le versant professionnel, mais aussi personnel ou familial. Mais ça arrive tout en haut. Et finalement, pour en arriver là, qui est notre but à tous, hein, finalement, d'arriver à être heureux, de se réaliser, de donner le meilleur de nous-mêmes, de donner du sens à notre travail, eh ben, il faut d'abord avoir rempli toutes les étapes qui sont en dessous. Et donc le socle que vous pouvez voir en bas, le socle, c'est les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir, faire un peu de sport, se laver, voilà, et avoir un environnement un peu sécurisé. Donc d'abord, c'est les besoins physiologiques et arrivent dessus les besoins de sécurité. Vous voyez que si déjà ce type de besoins ne sont pas remplis dans le cadre de votre activité professionnelle, et je pense notamment aux travailleurs de nuit, pour avoir fait beaucoup de gardes dans les services d'urgence de psychiatrie notamment, j'ai passé un nombre incalculable de gardes sans manger, sans dormir bien évidemment, mais sans même aller aux toilettes, quoi. Et je pense que ça parle à tout le monde. C'est le nombre de fois où, pardon, hein, mais une infection urinaire qui arrive en plein milieu de la garde, parce que en fait, ça fait 24 heures qu'on est debout et que en fait, on n'a pas bu, on n'a pas trop mangé, on n'a pas été aux toilettes. Et ben ça, c'est clairement pour moi la vigilance. C'est-à-dire ça ne doit pas arriver. Ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que comment vous voulez être en capacité de prendre soin des besoins de l'autre si vous-même, vous n'êtes pas capable d'identifier que vous devez vous hydrater, vous devez aller aux toilettes, vous devez vous nourrir pour que votre cerveau et votre corps soient en pleine capacité de faire ce que vous êtes censé faire. Donc, ça a l'air de rien et c'est pas évident parce que souvent, on va d'abord aller s'occuper euh, des patients qui sont en difficulté ou qui ont besoin, mais c'est fondamental. Il faut pouvoir identifier ses propres besoins, les reconnaître et les respecter avant d'être en capacité d'aider les autres. C'est un peu la métaphore de l'avion, c'est-à-dire avant d'aider votre enfant ou les collègues autour de, enfin les passagers autour de vous, en premier vous mettez le masque parce que si vous ne vous l'avez pas, vous n'allez pas aider grand monde. Il y avait justement quelqu'un qui évoquait la métaphore également dans le chat. Voilà. Peut-être, si ça te va, on peut Je faire passe donc un jusqu'aux petit ressources passage comme pour les ça. Oui. ressources. Et évidemment, vous allez avoir toutes ces informations par la Je crois suite. qu'il faudra refaire un webinaire, non, après. Bien sûr, avec Pareil. plaisir. Bon, les ressources principales. Alors, là, je vous ai mis deux associations qui sont celles qui sont disponibles, quel que soit votre lieu d'habitation en France et quelle que soit votre modalité d'exercice, c'est-à-dire le libéral, pas le libéral, l'institution, etc. Globalement, la différence entre ces deux plateformes, qui proposent toutes un accueil H24 avec un professionnel, c'est en gros SPS, donc ça veut dire soit un professionnel de santé, s'adresse à tout professionnel du champ de la santé au sens très large, y compris les étudiants, y compris les professionnels qui n'ont pas d'ordre professionnel. L'association MO, par convention, c'est organisé avec l'association SPS, elle accueille en priorité ou prend en priorité les professionnels qui ont un ordre. Donc les kinés, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les médecins, les infirmiers. Accueil, pareil, plateforme téléphonique, H24, etc. Et ensuite, accompagnement personnalisé par un médecin formé, effecteur. À mon avis, c'est la première chose qu'il faut faire quand on a besoin d'aide ou qu'on se sent en difficulté parce que eux connaissent parfaitement bien les ressources qui localement sont disponibles, les professionnels libéraux éventuellement qui sont formés ou sensibles à cette problématique-là, mais aussi les ressources institutionnelles quand elles existent, en fonction de là où vous travaillez et de quelle est votre profession. Ça nous permet en tout cas de répondre aussi à une question qu'on avait dans le chat, donc d'une personne qui avait une collègue qui indique en situation de dépression et pour laquelle elle commence peut-être à percevoir des propos suicidaires. Et donc justement, la bonne orientation et la proposition de ces numéros, donc évidemment que ce soutien entre collègues est fondamental, mais la possibilité de proposer une aide professionnelle donc dans ces situations donc de vulnérabilité nous paraît essentielle. Et on avait en tout cas cette question aussi de la spécificité du travail des nuits, peut-être des impacts donc potentiels sur la santé mentale. Je ne sais pas si tu Hmm. as des situations concrètes ou des éléments à partager? Ah, si, si, bah, le travail de nuit, il y a différentes, entre guillemets, façons de travailler la nuit. Il y a des services où il faut faire des périodes de nuit de 15 jours tous les 3 mois, par exemple. Donc, c'est-à-dire une salve, entre guillemets, de travail de nuit, puis après on repasse en travail de jour. Il y a ceux qui choisissent, quand ils le peuvent et quand ça existe et quand ils le souhaitent, de travailler tout le temps la nuit. Et puis, il y a d'autres professionnels, un peu comme moi, j'ai été exposée à ça, c'est qui font une garde de nuit une fois tous les 10 jours, une fois toutes les semaines, etc. Évidemment, ça ne pose pas les mêmes problématiques en termes de gestion physiologique de ce type euh, de travail. C'est-à-dire que en fonction de la régularité entre guillemets du poste, de la posture de nuit, ça va impacter différemment
nos rythmes biologiques fondamentaux. C'est-à-dire que de base, de toute façon, ça n'est pas physiologique de travailler la nuit. On a des capacités d'attention qui s'amenuisent, notamment dans la période de la nuit profonde. Et euh, on n'est pas censé s'alimenter pendant la nuit. On n'est pas censé, pour ceux qui fument des cigarettes ou ce genre de choses, faire ça pendant la nuit. Et donc, forcément, à un moment donné, il y a un impact sur la régulation du rythme veille-sommeil chez l'individu. C'est un facteur de stress en soi d'être en situation d'hypervigilance la nuit et de lutte contre la fatigue. Quand on est tout le temps de nuit, il y a une sorte de pseudo-adaptation, plus ou moins physiologique et parfois un peu artificielle, pour essayer de favoriser la vigilance et l'état physique compatible avec le travail de nuit. Parfois, ça passe par la prise de substances pour essayer de recaler le sommeil quand on a des jours de repos, parce que c'est toujours très compliqué. Finalement, le travail de nuit, ça dure, alors je sais pas, en fonction de l'organisation, mais parfois ça peut être petite et grande semaine. Et la petite semaine où il y a 2 nuits de travail et 5 jours de repos, entre guillemets, comment on fait pour récupérer? Comment on fait pour se recaler sur un rythme social qui permette d'avoir des activités sportives la journée ou de s'occuper de ses enfants, notamment la journée? Donc c'est pour moi un sujet à part entière et qui, de mon point de vue, nécessiterait qu'il y ait un accompagnement particulier, une forme de surveillance, de vigilance de la part des encadrements pour voir comment finalement la personne s'adapte à ce rythme. Parce qu'il y a des stratégies qui sont clairement pas durables et dommageables pour le professionnel, et notamment le recours à des substances type hypnotique pour recaler le sommeil quand il y a des phases de repos. Il y a la question du rythme alimentaire aussi, avec une difficulté finalement, à s'alimenter quand on dort toute la journée et que finalement on se réveille entre guillemets en fin de journée pour aller travailler le soir. Comment on fait des repas, à quel rythme on fait des repas, de quelle nature on fait les repas. Et il y a des endroits maintenant où on essaye de mettre à disposition des avis par des diététiciennes, etc. Mais c'est pour moi un des facteurs de stress les plus importants dans notre profession et qui nécessite d'être pris en compte de façon, à mon avis, plus rapprochée, quoi, et plus spécialisée. Merci Bénédicte donc pour ce retour. On a une toute dernière question, mais je profite donc de ce moment pour déjà vous apporter une bonne nouvelle. Vous êtes une cinquantaine donc à être connectés et donc ça marque aussi l'intérêt que vous avez pour cette thématique. Et donc aussi vous communiquer que vous allez pouvoir aussi avoir l'occasion d'échanger de façon individuelle avec Bénédicte Juliane. Je laisse Clarisse peut-être expliciter comment ça va se passer. Oui, absolument. Bonjour à tous. Voilà, je suis Clarisse Ruffo, donc de Medavis, partenaire de la MNH. Je voulais simplement vous rappeler que, effectivement, en fin de ce webinaire, vous avez effectivement l'opportunité de pouvoir individuellement poser vos questions dans une téléconsultation sécurisée et privée avec le docteur Julien sur un créneau de 15 minutes. Vous allez recevoir un email à la fin de ce webinaire automatiquement qui sera échangé avec le docteur Julien, où à l'intérieur de cet email, vous avez toutes les étapes pour pouvoir justement prendre rendez-vous avec le docteur Julien pour des créneaux qui commencent à 14 heures et qui vont jusqu'à 15h30. Donc, je vous invite à bien prendre les étapes, effectivement, qui sont expliquées dans cet email. Vous avez toutes les informations. La chose importante, c'est que vous êtes adhérent et ménage. Donc, il est possible que la plupart d'entre vous aient déjà un compte Medavis activé. Donc, pour vous, vous pourrez suivre, effectivement, bien sûr, prendre rendez-vous directement dans l'email. Pour ceux qui n'auraient pas encore de compte activé, mais Medavis, justement, dans le contenu de l'email, on va vous proposer d'activer d'abord votre compte et ensuite de pouvoir prendre rendez-vous sur ce créneau, sur un créneau qui vous convient entre 14 heures et 15h30. Voilà, donc tout est dans l'email. Je vous invite à le lire, toutes les explications sont là. Voilà. Merci beaucoup Clarisse. Effectivement, les créneaux sont limités, donc n'hésitez pas si vous avez des sujets à partager avec Dr Julien de pouvoir le faire. La dernière question qu'on avait donc concernait justement la situation donc de travailler sur les victimes des violences et donc de risquer en tout cas la projection donc de ces situations sur son propre vécu. Est-ce que tu aurais un conseil ou un commentaire à faire sur ce type de situation finalement qui relève de comment on travaille sa posture professionnelle dans une situation de façon permanente exposée donc à la question du trauma? Hmm. Je pense qu'il y a la question de la posture professionnelle, mais il y a aussi la question de comment on arrive à métaboliser, entre guillemets, un peu ça, parce que finalement, on est Exactement. exposé à des récits traumatiques, pas uniquement quand on travaille dans le contexte de services ou d'associations qui portent assistance à des victimes de violences, parce que rien qu'aux urgences, hein, juste une nuit, il y a toujours des situations traumatiques et des situations impactantes. C'est vrai
dans plein d'autres situations. Et effectivement, je pense que c'est un sujet que j'ai pas abordé, mais qui est une réalité, c'est-à-dire que la question de la fatigue compassionnelle et le corollaire, c'est effectivement le traumatisme vicariant, c'est-à-dire c'est quand c'est un stade un peu plus avancé d'impact psychique de l'exposition au récit traumatique d'individus. Euh, on est très peu sensibilisé et très peu accompagné sur ce sujet en France. Moi, si j'avais des conseils, déjà d'avoir conscience de ça, je pense que c'est déjà une chose extrêmement importante. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une supervision, d'avoir un lieu, un espace neutre, bienveillant, où on peut déposer ça. Et arriver à identifier finalement avec un tiers, alors idéalement formé, hein, mais dans quelle mesure tel type de récit ou tel type de situation nous impacte plus durement que d'autres, évidemment en écho avec son vécu personnel, en écho avec des phénomènes de projection, parce que même âge, même situation familiale, que sais-je. Je pense que c'est extrêmement important. Et après, moi, je crois beaucoup à quelque chose qui n'est pas suffisamment développé dans notre pays, mais c'est avoir des groupes de parole avec des pairs. En fait, des endroits où on se dit, ben, on vide un peu le sac, quoi. Ça m'a impacté, ça m'a touché, ça j'ai du mal, ça me revient, ça je l'ai mal vécu. Et avoir un espace sécurisé de parole où on peut l'exprimer, le mettre en mots avec des collègues qui ont le même besoin. On sait dans les autres pays en tout cas que c'est vraiment une façon de prévenir l'épuisement professionnel et de limiter l'impact psychique de ce phénomène-là. Et donc ça, c'est une façon de remettre en place une forme de confraternité active, de pair et danse un peu collective. Et malheureusement, pour l'instant, c'est relativement peu développé. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui aimeraient pouvoir avoir ce type d'espace. Et je pense que c'est un des enjeux dans les années futures, si on veut arriver à agir sur le bien-être des soignants, c'est leur proposer des espaces pour exprimer tout ça. Oui, et si je peux me permettre de rebondir, certaines situations, du fait de leur complexité, notamment le travail avec la violence, nécessitent que du point de vue institutionnel, il y ait aussi des espaces prévus Bien sûr, pour mais pouvoir bien sûr. accompagner. Et ça, aujourd'hui, c'est plutôt installé dans le champ donc, de la santé mentale et de l'exposition à ce type de violences. Donc, en tout cas, enfin, les équipes nécessitent aussi des accompagnements et des espaces tiers, comme Bénédicte évoquait, qui peuvent être nécessaires justement pour élaborer finalement c'est vécu assez traumatique de la part des usagers. Je suis désolé, mais on va devoir donc conclure ce premier donc webinaire avec le docteur Julien. L'objectif était quand même vous l'avez vu, de pouvoir vous permettre d'apporter aussi des questions, des commentaires, de pouvoir partager sur ces thématiques. Donc évidemment, on compte continuer à mettre en place ces dispositifs si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester sur ce sujet. Je reste en suspens à dessein une dernière question qui était sur les techniques que vous utilisez dans ces accompagnements. C'est un sujet qu'on a imaginé aussi pour d'autres webinaires. Donc, promis, on pourra traiter cette question à d'autres moments et évidemment reproduire donc ce type d'échange avec Dr Julien donc régulièrement. Donc, à ce stade, je vous propose en tout cas de miser sur ces temps et créneaux individuels pour aller plus loin peut-être dans les questions que vous pouvez avoir sur la thématique et on se retrouve à d'autres reprises pour continuer à échanger. Évidemment, donc, je vous précise que ce webinaire sera disponible en replay donc, sur notre espace en ligne Les Clés de ma santé. Vous pouvez arriver à cet espace via donc, l'application mobile MNH ou le site internet. Vous vous connectez sur l'onglet Mes services, les clés de ma santé, et vous allez trouver donc dans l'onglet autour du parcours actif, vous allez pouvoir retrouver nos différents replays en lien avec la thématique de la santé mentale. C'est notre deuxième webinaire sur ce sujet. Vous allez pouvoir trouver les éléments en ligne. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos questions intéressées. Et donc, on continue à se retrouver donc pour aborder ces sujets importants pour votre quotidien professionnel. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, au revoir. À bientôt.